Bonjour à tout le monde. Je suis ici à Besançon et c'est là où on s'est rencontrés il y a 4 ans pour prendre la mission avec les gens. Voilà, c'est un concours de Providence. C'est Guillaume en fait qui nous avait rencontré. Ouais, en fait à la base j'ai fait une retraite en abbaye. Il y a rencontré pendant mon témoignage, mais à ce moment-là j'ai cru à une guérison. On a cru à une guérison. C'est à la fausse que je raconterai. Et donc je voulais contacter le père de l'abbaye, le prêtre qui m'accompagnait pour lui annoncer ça. Et je ne sais pas son numéro. Et en fait c'est lui qui m'appelle parce qu'il s'était trompé sur sa liste, il devait appeler quelqu'un d'autre. Donc il m'appelle, je réponds, etc. Et donc je lui raconte. Bon, les enfants sont des sages. Hein. Et en fait, et donc je lui raconte ça, il dit, mais du coup, ça, génial, il me raconte du miracle qu'il a eu, enfin, les gens dans le monde, etc. Et il me rappelle le lendemain, il dit, moi j'ai vu des amis qui viennent une fois par mois à l'abbaye, et ils organisent un congrès, il y aura Madame Acoutis. Et ils veulent que tu viennes. Je dis, bah, super. Et donc c'était que je faisais l'émission de Besançon. Et c'était, comment ça s'appelle, Une vraie mission. Non, mais celui qui m'a fait la mission, c'était Guillaume, c'est ça. Et donc, j'avais oublié, enfin, en fait, c'était sorti de ma tête ce truc, ce congrès d'émission. Et puis, 2 semaines avant, j'envoie un message au monsieur, oui, bonjour, est-ce que c'est toujours bon pour le congrès d'émission? Et oui, mais il y aura pas Madame Acoutis. Qu'est-ce que je vais faire à Besançon? Déjà, je vais traverser le périph', hein, sortir de Paris. Voilà, Besançon, tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Bah, mon Dieu, c'est vous qui voulez, vous trouvez un copain, hein, avec qui y aller. Je vous en pense. Bon, je relis le message, il dit il y aura pas Madame Acoutis, mettez le livre de Carlo. Voilà, c'est top, je prends mon billet, j'y vais. Sauf que sur place, haute trahison, pas un signe d'Héroïque de Carlo. Je suis venu ici pour. Oui, le fait, j'ai fait des rencontres extraordinaires, outre celle-ci, qui est encore plus grande. Et en fait, donc, je lui demande, genre un message, quid d'Éric de Carlo. Il dit, ouais, il contacte Jean. Donc, j'ai contacté Jean. Et on se voit, on donne rendez-vous, je sais pas quoi, dans le couloir là-bas. Il dit, bon, viens, on monte à l'oratoire. On s'invite devant des yeux avec Carlo dans les mains. Voilà, formidable. Et puis, tu me rejoins quand tu veux à tel endroit. Une grande joie, voilà comment ça s'est passé. Et puis comme on ne s'aime pas du tout, on s'est beaucoup appelé. Voilà, c'est une amitié, qu'est-ce qu'on passe comme ça? Pardon, je l'ai vu du Carlo. Est-ce que je parle trop vite ou c'est ça? Oui. Et voilà comment on s'est rencontré avec Jean. Voilà, ça va bientôt? Ou il y a Tu avais été opéré, ça c'est l'octobre 2021. Ça, je rappelle tout ça, mais. Ok, bah vas-y, tu peux commencer à raconter. Alors, on va parler de l'être, et en fait, je suis né dans une famille catholique pratiquant, charte au cœur, savant de messe, etc. C'est la même chose, mais je veux dire scout. Et à Paris, toujours grandi à Paris. Et en fait, en 2015, je commence à avoir des maux de tête, une migraine. Bon, je vois le médecin, pas de signe neurologique. Comme ma mère en avait eu à peu près au même âge, on ne s'est pas plus inquiété que ça. Puis j'en ai une deuxième 3 mois après, puis une troisième, etc. Jusqu'à devenir un mal de tête à peu près constant. Le Doliprane et la DIL ne fonctionnait plus, donc c'était le café qui fonctionnait. Et surtout mal aux yeux, la photophobie. Donc le fait que la lumière du soleil me fasse mal aux yeux. Dans les derniers mois avant l'opération, même quand j'étais en cours en septembre, octobre, j'avais des lunettes de soleil dans le métro et en cours. Voilà. Les bleus de star, voilà, avec un look de chaussures bateau et polo. C'était absolument merveilleux. Et donc on finit par aller voir le médecin, traitant qui nous dit de faire un scanner pour aller voir un neurologue. Et donc je fais le scanner,
Donc j'avais encore 15 ans, c'était en juillet 2016, et je pensais revenir avec un Doliprane codéiné ou un médicament plus fort, sauf qu'on m'a annoncé une tumeur cérébrale. Donc c'était pas tout à fait dans le plan, surtout quand on a 15 ans. Dans la salle d'attente, je voyais des personnes âgées qui annonçaient des trucs pas cool, sûrement des cancers, etc. Je me disais, je suis pas vieux, donc je n'aurais pas de problème de santé. Et donc on rentre, j'étais avec ma chère maman, et on rentre à la maison, et ça j'avais oublié, c'est maman qui me l'a rappelé. Et je suis arrivé à la maison, et mon grand frère, on a fait un câlin général tous les trois, et puis j'ai dit, je vais mourir. Voilà. Et oui, d'ailleurs j'ai un grand frère et un petit frère. Et deux demi-sœurs sont plus grandes, mais bon, on n'est pas vus pendant longtemps, qui sont revenus justement grâce à l'annonce de ma maladie. Et en fait, toutes les fondations de ma vie sont sapées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui tient. Et j'ai une dire, c'est une maison sur pilotis avec qui reste juste le pilotis central. Le tout est de le trouver. Et en fait, le terreau que Jésus avait mis dans mon cœur tout au long de ma vie m'a permis en fait de faire cette réflexion de, grosso modo, la situation est un peu catastrophique, on va percer le cerveau, enfin ça va pas du tout. Mais qu'est-ce que je sais? Dieu lui-même, il est tout puissant. Moi, au moins, j'essaye de l'aimer. Oh, mon Dieu, prenez les rênes de ma vie, moi je ne suis plus rien, on y va. Mais voilà, en fait, je cherche pas. Donc, en fait, c'est ce pas de la confiance. Et c'est une grande grâce parce que humainement, c'est absurde. Et je rends grâce pour cette grâce qui m'a été donnée, justement, de ce parti pris de la confiance. Et donc, s'en est suivi une opération en octobre 2016, donc 6 heures d'opération. En fait, c'est une tumeur qui est assez rare. C'est un cas sur 1 million de naissances, grosso modo. Et le type de cette tumeur que j'ai, on ne peut pas tout enlever parce que ça fait partie de l'hypophyse. Vous voyez ce que c'est l'hypophyse? Une glande hormonale au milieu du cerveau, à peu près derrière les yeux au milieu. Et ça fait partie aussi du nerf optique, donc comme la formation des yeux au cerveau, et ça fait partie du hypothalamus. Donc si on veut tout enlever, il faut enlever tout ça. Voilà, les yeux c'est pratique. Donc c'est une tumeur, on ne sait pas si ça va repousser, ça dépend des gens, et là ça bouge pas pendant 20 ans, puis ça repousse, d'autres ça pousse tout le temps. Donc 2016, octobre, opéré. Un mois après, j'ai un rendez-vous, la secrétaire s'était trompée, on m'a donné ce rendez-vous, alors je n'avais pas le rendez-vous. IRM, la neurochirurgie ouvre l'IRM, elle vient juste je me suis trompé d'IRM. Ah non, je ne m'étais pas trompé, la taille de la tumeur était devenue la même qu'un mois avant. Donc rebelote pour descendre. Ensuite, je fais rapide, mais j'ai été opéré en décembre 2020, janvier 2021, septembre 2023 et novembre 2024. Là, j'ai eu 1 mois et demi de radiothérapie spécialisée en 2017, et j'ai eu un traitement ciblé, une sorte de chimio un peu light en 2021, 2022. Et en fait, dans tout ça, il y a Carlo Acutis qui a pointé le bout de son nez en 2018-19, je dirais. J'ai entendu parler de lui parce que le partage de la paroisse s'est créé pour les collégiens et il y avait le nom de Carlo Acutis. Je me suis dit, tiens, c'est marrant qui est ce bonhomme. Que j'entends parler à droite à gauche et je m'intéresse. Et il m'a vraiment marqué, premièrement, dans sa simplicité de la révélation des mystères. Il éclaire les mystères d'une façon complètement nouvelle pour moi. Quelque chose qu'on a déjà dit, mais la simplicité de la phrase de ces enfants de 12, 13, 14 ans, en fait, c'est un éclairage. C'est comme, je suppose, vous avez déjà vu des images, on voit un cylindre d'un côté, c'est un rectangle, puis on le tourne et c'est un rond. Et en fait, c'est un peu ça. Les mystères, c'est des boules à facettes, et il m'a rajouté des facettes en plus. Et donc, je me suis bien intéressé à ce bonhomme, et puis il a fini par me mettre une sacrée baffe sur l'Eucharistie. Une baffe spirituelle, bien sûr. De vraiment. Je savais que Jésus, c'était l'hostie, enfin, l'hostie, c'était Jésus, j'ai appris ça au caté. Et en fait, Carlo m'a aidé à demander l'amour de l'Eucharistie, à aller à la messe en semaine, à chercher Jésus dans l'Eucharistie et à chercher à
à rentrer en lui. Et ça a transformé ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Et donc quand la situation va mal en décembre, je dois me faire opérer, là, on commence à prier en famille. Et en fait, en décembre, je te opéré juste après le partiel, j'étais en école d'ingé. Pardon ? 2020. Oui, dès 2020. Et je venais de passer mes partiels d'école d'ingé, une neurochirurgie, il y avait 3 jours d'opération pour que je passe mon partiel. Et en fait, après ça, j'ai dormi. Je me suis endormi pendant un partiel, j'étais très fatigué. Et quand j'arrive, on me fait opérer, donc 2-3 jours après. J'arrive la veille, et le neurochirurgien monte vers 20h, 21h dans ma chambre. Généralement, ça sent pas bon. Quand le neurochirurgien monte dans sa chambre à ce heure-là. Et il me dit, avant, j'appelle, censé être tétraplégique ou dans le coma. Parce qu'en fait, la tumeur, c'est la partie charnue, donc comme ça, il y a aussi des kystes. Et en fait, en 2 semaines, depuis les rêves d'avant, il y a un kyste qui a poussé énorme et qui comprimait mon tronc cérébral. Donc là, c'est pour ça l'information du cerveau au reste du corps. Et il dit, voilà, on va changer de méthode opératoire et on va t'opérer ce kyste d'abord et ensuite on verra pour la tumeur principale. C'est un kyste qui vient de cette tumeur. Et en fait, avant, j'ai su après, mais j'avais jamais aussi bien réussi une batterie de partielle. Et en fait, je priais un chapelet avant chaque partiel, la Vierge Marie, que je sois noté justement, de me rappeler ce que j'avais appris. Et voilà, sans qu'elle m'invente des formules dans ma tête. Mais, voilà. Et j'ai fait des études d'ingénierie aéronautique. Donc j'aime bien dire que malgré ses apparences, la Vierge Marie est très forte en mécanique des fluides. Voilà. Très forte dans beaucoup d'autres choses qu'on a appris. Mais voilà, elle est quand même bien chouette, le moment du ciel. Et d'ailleurs, en 2018, j'ai pris le scapulaire de Carmel, voilà, qui m'accompagnait dans tout ça. Et qui a beaucoup intrigué les médecins à chaque fois qu'ils m'auscultent. Il reste fixé sur le truc comme ça. Hein, c'est quoi? Voilà, surtout, il y a un signe de mon Carmel, on a tous les étoiles un peu bizarres. Donc c'est. Voilà, une raison de plus de parler de Jésus. Et donc ensuite, je suis opéré de cette tumeur, de cette kyste pendant 6 heures. Et donc en janvier, il faut opérer la tumeur principale. Et donc là, ils vont passer par le nez pour enlever l'hypophyse, carrément. Parce que fonctionnait déjà presque plus. Et là, c'est 12 heures d'opération, 3 neurochires, ils ne se relèvent pas, hein. C'est une longue 12 heures. Donc là, c'était un test PCR un peu violent, globalement. Et 12 heures d'opération, ils me font une autogreffe au fond du nez, avec une partie de ma jambe, c'est grand. Et j'avais pas le droit d'étaler, de me moucher pendant 6 mois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? J'ai étalué, j'ai tout cassé, et donc ils m'ont refait une greffe. Et bon, je dormais à ce moment-là, après 2 heures d'opération, mais pas quelqu'un m'a chopé les pieds, je sais pas. Et donc, c'est formidable ce qu'ils font. C'est une intelligence que Dieu donne aux hommes pour guérir. En fait, il fallait baisser la pression du liquide céphalorachidien pour ne pas que ça puisse la greffe. Donc je devais rester allongé et j'avais une aiguille dans le dos qui permettait de faire couler le liquide pour baisser la pression. Voilà. Et en fait, par là est rentrée une méningite. Donc 10 jours après, on fait une méningite avec 2 agents pathogènes, donc 2 méningites à la fois. Voilà, là pour un et là pour 2. Et en fait, la méningite, ce qui s'est passé, c'est que je suis descendu, moi je me suis un peu tout ça. Je suis descendu au scanner, j'allais bien. Je suis remonté, je commence à m'agiter. Et ensuite, ils ont été 4 à me maîtriser pour que le 5e puisse faire l'injection. Parce qu'en fait, c'est des douleurs tellement violentes, que le cerveau oublie. J'ai de la chance, il a oublié à peu près 1 mois, il y en a qui oublient toute leur vie. Et en fait, comment dire, on exulte de douleur, entre guillemets, on exalte la douleur par tous les mots possibles. Et je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, on comprend. Et donc ça m'a mis tout de suite dans le coma. Et quand le neurochirurgien a appelé les parents, il a dit au moins 10 jours de coma. Ensuite, maman forcément posé, maman infirmière, lui, et au niveau de la survie, il dit ça,
bon, je ne peux pas me prononcer, mais le fait il pensait que j'allais mourir. Il ne voulait pas partir en vacances, il partait 2 jours après en vacances. J'ai fait au bon moment, il y avait mon neurochir, il n'y avait pas d'autres urgences dans le service, voilà, c'était au bon moment. Et en fait, j'ai fait un groupe WhatsApp des nouvelles, et des amis ont appris ça, ils ont dit, bon, on va faire une belle adoration pour la guérison d'Alban. Et donc ils ont fait une adoration, il y a plein de gens, à peu près pas mal de jeunes, mais un peu de tout âge aussi, des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. Et encore aujourd'hui, je croise en soirée des gens, je discute, ah, attends, tu t'appelles comment, machin. Ah, mais tellement de Noël, j'étais à la même adoration pour toi. Merci. Voilà. Et Jésus s'est laissé toucher par ces personnes qui sont allées adorer la nuit. Et je me suis réveillé le 3e jour. Voilà. J'ai pensé à un Galiléen connu, voilà, qui a écrit un bouquin un peu long, mais. Voilà, je regardais, du coup, je ne reconnais pas mes 2 frères sur les photos, je tout de suite reconnais mes parents. Et en fait, après, j'ai eu un peu cyanique, donc c'est une méningite un peu corsée. Juste cette méningite, pour voir quelqu'un de sain, on peut devenir aveugle, sourd, complètement débile, j'espère que je ne suis pas trop. Donc mourir aussi. J'en ai eu 2. Un, j'ai survécu, et 2, comme effet secondaire à long terme, j'ai eu la perte de précision de vocabulaire. Voilà. Donc globalement, j'ai rien eu. Après, j'ai fait pas mal, comme je suis resté 40 jours alité, j'ai fait pas mal de kiné, etc. pour voir si j'allais marcher, l'équilibre, ça allait, etc. Et donc ça c'est formidable. Et en fait, j'ai rendez-vous 4-5 mois après, tout ça, et que je suis sorti de l'hôpital. Et le neurochir, il me parle, etc. Je suis toujours fait comme moi, ma mère ou mon père pour les rendez-vous. Parce qu'on n'entend que ce qu'on peut entendre. Voilà. Et quand je suis avec papa et maman, on a tous les trois une version différente. Dans le taxi, on s'écharpe parce qu'on a compris l'inverse par rapport à nos sensibilités. Et puis, on s'écharpe. Ensuite, on réunit le propos et on se dit, ok, ça va être à peu près ça le consensus, ce qu'il a voulu nous dire. Puis le neurochir, il pense qu'on peut de crayon, bon voilà, bon, tu vas bien, enfin, tu vas bien, ta maladie est grave, machin, etc. Tu sais, tu vas tout pas. Puis au bout de 20 minutes, mes montres en main, il fait bon, ta tumeur est devenue cancéreuse entre l'opération de 2020 et 2021 en un mois. Grosso modo, ça n'existe pas. Moi, je ne connaissais pas, alors je m'opère souvent. J'ai appelé les copains du monde entier. Il y en a quelques-uns qui en ont eu un, mais ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas refaire la radiothérapie, la dose maximale. Il n'y a pas de traitement qui existe. Et neurochir, on ne peut pas t'opérer tout le temps. Voilà. Donc la nouvelle, c'était que, en gros, il n'y a plus de solution. J'allais devenir aveugle et mourir dans un temps plus ou moins long. Parce que j'avais déjà regrossi depuis janvier. Donc encore une fois, situation pas dingo nano. Donc, qui est-ce compris? Carlo. Et donc j'étais redirigé à discuter avec un médecin sur la spécialité. Ils ont décidé de me donner un traitement qu'on donne pour la tumeur. Il y en a qui arrivent vers 12-16 ans et d'autres qui arrivent vers 30-40 ans. Sachant que tout ça, c'est embryonnaire. Mais à 30-40 ans et 12-16 ans, c'est pas vraiment les mêmes tumeurs. On ne les traite pas avec les mêmes médicaments. Il y a un médicament pour le cell adulte, pas de médicament pour le cell enfant. Et donc ils m'ont demandé, ils m'ont dit, à tout hasard, on va donner le médicament pour l'adulte. On ne sait pas du tout si ça va fonctionner, mais on n'a pas d'autre chose à te proposer. Et une semaine avant l'IRM, en fait je fais une IRM pour commencer le traitement le lendemain, pour avoir un T0. Une semaine avant l'IRM, je commence une levée de cardio, et plus on est fou, plus on prie, je dispatche pas mal. Et IRM qui n'est pas fait dans mon hôpital, c'est plus de place dans notre hôpital. Je passe l'IRM, on va prendre un café, on donne le résultat, avec maman, et là, l'hôpital m'appelle, il faut refaire des images. Ok, ça se pas bon, j'arrive et il me dit non, on ne va pas faire d'image, en fait, votre tumeur c'est nécrosée, c'est-à-dire qu'elle est morte, mais les cellules sont encore. Donc on comprend, j'ai rien compris, donc j'ai appelé le chef de service qui a dit que oui, effectivement, mon professeur de machin qui a dit bah oui, effectivement, la tumeur est nécrosée. Donc moi je ressors de là en train de des arbres qui coulent à flot,
voir maman, apparemment, tu vois, se nécrose. Et on se dit, on va attendre la validation d'une neurochirurgie. Sauf que la recherche avait rendez-vous 3 mois, 4 mois après. Le lendemain, j'avais rendez-vous à Curie pour le début du traitement. Donc, moi, j'avais qu'une note, c'est qu'elle me parle de l'IRM. Elle parle, voilà, traitement, etc. Et puis, moi, je dis, bon, on parle de traitement, mais on en parle de l'IRM de la nécrose. Quelle nécrose? Non, toi, j'ai parlé de l'IRM. Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien. On me dit quand même que j'ai plus. Enfin, tu rien, quoi. Ah non, mais c'est le seul médecin avec qui on. Enfin, avec qui on a eu quelques soucis tout au long du parcours avec elle, mais bref. Et en fait, elle a caché l'IRM aux autres médecins. Parce que quand j'ai vu mon neurochirurgien 3 mois après, alors qu'elle, à chaque rendez-vous, j'insistais pour savoir s'il y avait eu des nouvelles, parce que je la voyais toutes les 2 semaines au début. Je dis non, mais pas. Et en fait, quand j'ai enfin vu le neurochirurgien, je dis j'arrive, il me parle rapidement de l'IRM que je l'ai fait. Et oui, il y a la nécrose il y a 3 mois, qu'il y a une nécrose. Je dis, mais pas du tout, en fait, l'IRM est très compliqué parce qu'on m'a enlevé les tissus sains, on m'a rajouté de la graisse, du truc, du machin, il y a des kystes. Et en fait, c'est une mauvaise interprétation. Et là, j'ai fait, Jésus, sérieux? Pourquoi? Enfin, c'est dur d'avoir une fausse bonne nouvelle comme ça, d'attendre comme ça, un peu compliqué. Mais en fait, Jésus a plusieurs tours dans son sac. Et en fait, je me suis aperçu au fur et à mesure que même si ma tumeur était devenue cancéreuse, même si elle regrossit depuis l'opération de 2021, depuis le jour de cette IRM, la partie charnue n'a plus bougé d'un poil. Alors qu'elle était censée conserver ça. Il y a des kystes qui se sont formés depuis, pour ça j'étais opéré 2 fois, mais la partie charnue n'a plus bougé une fois depuis cette IRM. Voilà. Donc, en fait, c'est bien l'image de Jésus, je ne sais pas si vous la connaissez, un dessin, où vous avez un petit enfant avec un ourson dans la main. Il y a Jésus qui lui demande son ourson. Et derrière Jésus, il y a un énorme ourson en peluche. Voilà. Et l'échange de voilà, je te demande un peu, mais en fait, je n'ai tout compris. Et c'est un peu ça. Et voilà l'intercession de Carlo là-dessus. Et d'ailleurs, Carlo, en 2019, j'avais oublié, en 2019, il y a. Donc on avait déjà commencé, quand je commençais à faire avec Carlo, la tumeur, il y avait un kyste qui grossissait en 2018, et en 2019, il commence à dire ou 2018, pour ces années-là, il va falloir qu'on, prochain rendez-vous, c'est à continuer, on réopère. On passerait par là, etc. Donc je me mène à Carlo, et je faisais la vaisselle pendant la neuvaine, ou le dernier jour de la neuvaine, comme ça, et je sens un truc dans ma tête. Je dis tiens, c'est marrant. Comme un peu un ballon de baudruche qui se. Et je me dis tiens, ça serait pas le kyste? Je arrête de faire des histoires là-bas, tu vas encore être déçu parce que c'était des films. En fait, non, le kyste c'était effectivement c'était percé à l'IRM. Je sais pas, 2 semaines après, le kyste s'était percé, donc pas d'opération. Voilà, merci Carlo. Donc en fait, dans tout ça, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me veut encore en vie ici, par l'intercession de Carlo notamment. Donc je rends grâce. Après, c'est toujours, il y a toujours l'épreuve du fait que je peux me faire réopérer à peu près tout le temps. Sauf qu'on ne peut pas réopérer tout le temps. Déjà, ils ne comprennent pas trop pourquoi je suis vivant et en ayant réussi à faire l'école d'ingé. Ils ne le disent pas comme ça, mais à dire à chaque fois qu'ils sont impressionnés par ce que j'ai fait, etc. Et des amis médecins, des amis des parents, oui, je sais très bien qu'en fait, on dit, oui, là, de manière probabilistique, tu n'es pas censé être encore sur le pied. Voilà. Et en 2023, j'étais réopéré, 4 opérations. Et en fait, j'ai fait une autre méningite différente, c'est que le liquide du kyste qu'on a percé est venu en fait attaquer le cerveau et les méninges autour. Donc, je pense à la tête, etc., suspicion de méningite, donc onction lombaire, etc.
Et le temps de trouver aussi un médicament qui fonctionne, ils finissent par en trouver un, mais la douleur va crescendo. Et en fait, c'était la smégénergie qu'on dit aseptique. Donc, ce n'est pas une bactérie qui vient infecter, mais c'est quelque chose qui vient agresser le cerveau, mais on peut pas, il n'y a rien de curatif. On ne peut pas donner quelque chose pour aller attaquer la bactérie. Mais là, on peut jouer que de l'exantagique, donc quelque chose qui vient réduire la souffrance. Et il y a un moment où, de la nuit, je commence à de nouveau avoir mal, donc j'ai le droit de donner des médicaments. Je sonne est rapide. Voilà, est-ce que je pourrais avoir un médicament, s'il vous plaît? Parce que là, je commence à avoir mal. Sérieusement. Et oui, je vais voir ce que je peux faire. Non, j'ai le droit d'avoir ce médicament. Oui. Voilà, je regarde l'heure. Et parce que je sais que le temps peut être très long. La douleur va crescendo. Je commence à souffrir de manière assez sérieuse. Et j'ai toujours eu mon propre prière sur ma tête de lit. Là, je marie à croix. Avec Carnot, depuis que non, le feuillet. Un petit feuillet, parce que la ventouse, je sais pas, elle laisse ma tête de lit. Et en fait, j'avais juste mon crucifix comme ça, qui était là. Jésus, je vous offre les souffrances. Pour chaque opération, j'offre les souffrances pour quelque chose. Enfin, les souffrances qui vont avec l'orientation. Mais là, pas plus, parce que là, je peux plus. Plus le mal de tête, on a déjà tous eu. C'est dur parce que ça oppresse, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on peut pas le. Et vraiment, je peux dire que j'ai pas mal souffert. Donc au bout de, je ne sais plus, 15 minutes ou 10 minutes, je rappuie sur le bouton. Elle revient, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez un médicament? Ah non, j'ai oublié. En fait, c'était un état de tristesse, de non-considération de la douleur, plus que je ne crois pas que je me sois énervé, je n'avais même pas d'énergie pour ça. C'était juste, mais madame, enfin, il allait chercher. Je suis en train de souffrir comme pas possible. Oui, j'y vais, etc. Et puis elle revient 2 minutes après, mais il faut que le temps que le médicament agisse. Donc voilà, j'ai pas mal souffert pendant tout ce moment-là. Donc il y a eu le chemin du pardon, notamment. Et qui a été un chemin de pardon. Et après, quelques jours après, je l'ai mis sous une voix. Il y a une qui chante vraiment comme un rossignol. Aujourd'hui, elle est en école de chant médiéval, chant grégorien, machin. Voilà, dans un école suisse. Et avec 3 autres amis qui chantent aussi très bien, je leur ai dit, descendez-moi au fond de la cour, chantez-moi quelque chose de beau. Et en fait, la beauté du chant, moi je sais pas chanter, je chante pas bien, je sais pas faire de beaux dessins. Et en fait, j'ai eu besoin de beauté pour venir guérir les traces que la douleur avait laissées dans mon corps et dans mon esprit. Et on peut avoir ce syndrome post-traumatique après une douleur comme ça, mais en fait, c'est la beauté qui m'a permis de guérir de ça, même si je ne souffrais plus. Et la beauté, c'est Dieu, en fait, c'est le signe de la présence de Dieu. Et donc, j'ai vraiment eu besoin d'aller écouter des concerts de musique classique, d'aller voir des expositions, voir du beau. Voilà. Voilà. C'est vraiment ça qui m'a tiré de ça. Et voilà, et, globalement. Et en fait, à chaque fois, quand maintenant je fais une opération, toujours un combat spirituel de la confiance. Parce que je sais que je peux après devenir aveugle, sourd, mourir, souffrir. Et c'est un combat que je n'arrive à mener à bien à terme que devant l'Eucharistie. J'ai besoin de Jésus en face de moi pour renouveler oui, je vous fais confiance et on y va Jésus. Parce que c'est pas. Voilà, c'est un vrai combat. Et en fait, depuis que j'ai eu Carole, c'est pas.
demande à communier à l'hôpital. Et en fait, l'hôpital, c'est quand même assez extraordinaire. Même si on n'a pas la messe, même si j'aime pas la messe, eh bien, il y a, en fait, l'aumônier vient, donne la communion, je communie, et puis après, bah, j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, où il n'y a rien, du silence. Alors qu'à la messe, je communie et je vais discuter avec les copains après. Et en fait, cette appréciation de Jésus en moi, ça a été formidable. Vraiment des bouffées d'air frais. Et même en 2016, après les opérations, quand j'arrivais à marcher un peu, ma promenade quotidienne, c'était d'aller à l'église. Il y avait une petite pièce, une ancienne petite sacristie, où il y avait un tabernacle et on peut ouvrir pour adorer. Devant Jésus, quoi. La pièce, elle fait la moitié de celle-là. Et c'était, je rechargeais mes batteries devant Jésus. C'est quelle joie. Mais je n'avais pas l'idée de la messe en semaine. Donc, on était vers ça. Et c'est une grâce d'avoir Jésus qui vient dans la chambre, là, on est un peu isolé. Même si j'ai la chance que, même à chaque moment, ils ont un caractère assez trempé. Il a toujours réussi à venir me voir, même pendant le Covid, alors que c'était interdit. Mais voilà, une maman qui défend ses enfants, c'est assez efficace. Voilà. Et heureusement, déjà qu'il était là. Heureusement. Elle m'a plus ou moins sauvé la vie. Voilà. Et bon, pour la méningite, j'étais au fond du service. Donc, maman était allée voir la cadre et lui dire que j'étais quand même assez mal en point, qu'il fallait me mettre un peu plus proche du poste de soins. La cadre a dit: mais non, vous inquiétez pas, madame, tout va bien. Réponse classique d'un soignant qui ne sait pas quoi répondre. Et elle est venue me voir, elle a vu mon état, elle m'a déplacé devant le poste de soins. Et en fait, ça m'a sauvé parce que la méningite, on en meurt en 2 heures. Voilà, les symptômes, la méningite, on en meurt en 2 heures. Donc en fait, si je n'avais pas été dans le poste de soins, ils auraient mis beaucoup plus de temps à s'en apercevoir. Donc, voilà. Et puis, la grande grâce d'une famille qui est, tout le monde est catholique, pratiquant, dans la foi. Ça n'a jamais été tabou. Genre, dans les années 2020, etc., quand je disais une bêtise à table, quelqu'un qui me disait qu'on dans notre cerveau, c'est pas grave. Voilà. Enfin, on en rigole beaucoup par l'humour aussi, faire passer les choses comme ça. Mais pareil pour la scolarité, mon lycée, ils ont été formidables. J'ai eu la visio, alors que c'était 4 ans avant le Covid, c'était un sacré bazar. Ça s'est passé. Quand la direction de l'établissement, quelques profs m'ont envoyé une carte signée de leurs mains, un grand papier A4, etc., avec un dessin, à l'hôpital pour me dire qu'ils me soutenaient. Ça, c'est quand même formidable. Et ensuite, en école d'ingénieur, en 2020, quand je suis parti me faire opérer, j'aurais pas tout ça. Ils m'ont dit: tu reviens dans 1 an, dans 2 ans, tu y passes au chaud, tu ne repayes pas l'école, tu n'as pas ça, tu te redoubles, on garde tes notes du premier semestre, t'inquiète pas. Ça enlève quand même un poids parce que quand, en fait, moi, j'ai entendu personne parler de tout ça, de quelque chose comme ça. C'était plutôt des écoles à 8-10 000 euros par an. Ah, vous avez un cancer? Ah, mais vous n'étiez pas au partiel? J'étais en chimio. Ah oui, c'est pas grave, vous avez 0. Vous avez redoublé, vous avez repayé. Et c'est en fait, malheureusement, c'est plus ça la normalité. C'est une tristesse absolue. Donc, voilà. Et puis, quand j'ai quitté l'école, l'année dernière, ils m'ont dit, on a déjà parlé avant, quelques-uns, mais l'administration lui dit: mais il faut que tu reviennes pour, parler aux premières années, que sinon après, il faut venir nous en parler, et 2, aux dernières années, pour parler du handicap invisible, en situation de handicap, à cause de la fatigabilité, enfin plein de trucs comme ça. En fait, ils vont en croiser dans les entreprises, peut-être les collègues, peut-être même d'ailleurs de la famille, et comment gérer ça dans l'entreprise. Voilà. La maladie longue durée, etc. Donc voilà, je devrais faire des interventions comme ça. Et dans tout ça, je me suis investi dans l'association AIDA, qui accompagne les jeunes qui ont un cancer, entre 15 et 25 ans. Et moi, j'ai fait la première année de formation en 2022. C'est ça. On était 15 personnes qui avaient un cancer, donc c'est un peu différent, mais j'ai eu un traitement similaire. L'idée de se former pour s'investir en tant que patient dans la société.
Et ça donne le sens laïque, aussi entre guillemets laïque, à ce que j'ai vécu. Transformer le plomb en or, l'alchimie, voilà, ce qu'on a tiré par le bas, en fait, Jésus peut le transcender, même dans la société. Et on doit faire ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ta mission aujourd'hui. La mission aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, j'ai pas oublié ça. Dans ce que je fais actuellement. En fait, depuis mes opérations, depuis que je suis tombé malade, mon entourage disait, enfin certaines personnes disaient à Lille, il faut que tu témoignes, etc. Je vais témoigner pourquoi. Moi, je suis l'adolescent dont les genoux s'entrechoquent sur l'estrade, le lycéen qui ne veut pas parler devant les gens. Donc, témoigner devant des gens, non, pas trop. Puis, j'ai fait un témoignage de nos amis. Ils ont bien aimé, puis comme j'étais lancé, il y a d'autres qui m'ont demandé, etc. Et en fait, c'est devenu vraiment le signe pour moi que c'était vraiment pour ça que j'étais encore vivant, pour le témoignage. Parce que je me sens à ma place quand je le fais. Et que ce soit comme ça, devant 10 personnes, devant 200 personnes, devant 1000 personnes à Paris-Monial, devant les coureurs des religieuses de Poligny, ou avec une bière, avec des copains d'amis, des amis d'amis au bar, que je ne connaissais pas, et puis on discute. Et en fait, ça m'arrive souvent parce que ma vie est imprégnée de cette maladie, donc au fil en aiguille, il y a Jésus qui dit coucou, voilà, je suis là. Et en fait, c'est une joie de faire ça, et surtout de voir ce que l'Esprit Saint fait passer à travers ça. Et c'est assez extraordinaire. En fait, c'est ça. Ça m'a permis vraiment d'intégrer que, pour moi, Dieu ne donne pas des épreuves, il laisse passer des épreuves, parce que lui qui est tout amour ne peut pas en donner. Il en laisse passer par sa sagesse, parce qu'il sait pertinemment que nous, on n'y arrivera pas forcément avec nos propres forces, mais qu'à travers lui, en confiance en lui, et bien en fait, il sait qu'il pourra en tirer un bien beaucoup plus grand. Il transcende l'épreuve pour quelque chose de plus grand. Et en fait, il m'a donné la grâce de pouvoir voir des petits effets, des petites bribes de telle personne qui retourne à la messe, en écoutant mon témoignage, telle personne qui vient de me voir après le témoignage, bref, ça revient à mes parties. Et d'autres choses, même les demi-sœurs qui sont revenues, on les a revues, etc. Et en fait, tout ça, Jésus qui a dit, voilà. Et je sais pertinemment qu'il y a c'est que la surface de l'iceberg, et qu'il y a tout plein de choses que je ne vois pas, que je verrai au ciel, qui, en fait, qui sont sorties de la transcendance de ce que Dieu a fait à travers ça. Et quand je me remets en confiance en lui, quand je m'abandonne en lui, ça donne aussi une certaine. Ça permet de me bouger les fesses parfois aussi, de corriger un peu. Là, j'ai eu un rap de vie, il faut peut-être que j'en fasse quelque chose de bien. Donc, la mission du témoignage. Et je témoigne aussi, entre guillemets, encore une fois, laïquement, dans le sens où, à travers l'engagement associatif. Là, je suis à mi-temps dans cette association depuis l'année dernière, un peu trop fatigué pour la tragédie. Elle est intervenue dans des congrès médicaux pour donner compte du patient, dans des co-formations avec des soignants, des infirmières, des oncologues, etc. Et je suis depuis cette année dans un comité éthique en génétique. Voilà. Pour décider si les projets de recherche génétique en France ont le droit de commencer ou non. Voilà. Donc jamais j'aurais cru être un truc aussi décisionnel comme ça, mais la fondation de mon prix en patient. Et donc je suis heureux aussi autant en tant que citoyen d'être engagé là-dessus, mais aussi en tant que catholique de pouvoir avoir un impact potentiel sur des recherches qui peuvent dévier de l'éthique et de la morale. Voilà. Globalement, donc tout ça. Oui, la situation aujourd'hui. Du coup, je opère en novembre. Et depuis novembre, le kyste est resté 1 centilitre après l'opération. Il y a 5 mois,
il a grossi 2 centilitres. Et là, il y a un mois et demi, il était à 3 centilitres. Donc ça a grossi. Il y a un mois et demi, quand j'ai fait l'IRM, le neurologue a dit bon, là je n'opère pas parce qu'il n'y a pas de symptômes et parce qu'on attend qu'il grossisse le plus pour en prélever le plus. Parce qu'ils m'ont mis ils ont essayé un dispositif médical, un réservoir de Maya. À la base, c'est une chambre en dessous du crâne, et un tuyau qui va au milieu du cerveau, un drain qui va au milieu du cerveau, dans l'idée d'injecter des chimios directement dans le cerveau. Parce que c'est un tuyau qui ne passe pas la barrière des céphalées, pour que le cerveau se protège. Et là, c'est utilisé à l'inverse, le drain va dans le kyste, l'idée de pouvoir ponctionner le kyste avec juste une aiguille depuis l'extérieur. C'est un système utilisé à l'envers. Ils ne sont pas sûrs que ça fonctionne, mais ils peuvent pas m'opérer tous les 4 matins. Donc, j'attends les symptômes. Rendez-vous en septembre, sauf que là, depuis 2 semaines, j'ai des problèmes aux yeux, depuis 3 semaines, qui est problème de vue, etc. Et donc j'ai pris des rendez-vous d'urgence la semaine dernière. Non, c'était lundi. Et donc tout s'enchaîne, et donc j'ai IRM la semaine prochaine, mardi. Et donc on va voir si je suis opéré en urgence ou pas. Si ça fonctionne, c'est 10 minutes. Si ça ne fonctionne pas, c'est plus 6 heures parce qu'il faut enlever le drain. Et c'est potentiellement accrocher le cerveau au passage, je pense un peu de bazar. Donc on va essayer de demander aussi que ça se passe bien. Voilà. Et prions Voilà. Et pour mon entourage, pour les médecins, parce qu'on nous dit souvent entourage, mais ils en pâtissent aussi beaucoup. Parce que moi, quand je suis opéré, je dors. Les parents et la famille sont bien éveillés. Voilà. Et être accompagnant, c'est compliqué parce que celui qui est malade, il sait comment il va. Il sait s'il a mal, il sait quand il met 21 mois, s'il a un changement. Et d'extérieur, on ne sait pas trop comment se positionner, être présent, pas trop. Donc c'est une position qui n'est pas facile aussi. Donc je voulais confier ma famille, mes proches, mes amis. Voilà. Et puis, je lui confie ma prière. Et en fait, comme je sais que Dieu s'est vraiment laissé toucher par la prière de plein de gens, et notamment de gens que je ne connais pas. Oh, cette grâce de tellement de gens que je ne connais pas ont prié pour moi, que je connais de tout partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai 2 trucs à rajouter. Ça m'est arrivé plusieurs fois, après les opérations, en convalescence, de ressentir une vraie chaleur ici. C'était pas douloureux, c'était une chaleur bienveillante, et j'ai tout de suite su que c'était le symptôme de l'expression de la prière de tout le monde. Et que même si les gens sont aux États-Unis, en fait la prière n'a pas de frontières, il n'a pas de. Dieu se laisse toucher. Il y a ça. Et il y a autre chose. Quand j'étais opéré en 2023, j'étais opéré le 29 septembre, donc le jour des Saints-Archanges. Donc forcément, on a pris des Saints-Archanges, notamment Saint-Raphaël. Et la première fois que j'étais opéré à Foch, j'ai changé 3 fois d'hôpital. J'arrive dans la salle pour me faire opérer. C'est un hôpital privé à but non lucratif. Donc c'était des fauteuils rembourrés, machin, etc. Super sympa, l'aquarium à boules, vraiment ambiance tamisée. Et il y avait une femme qui devait avoir 70 ans en face de moi dans la salle. La salle devait être grande comme ça, quoi. À peu près, on va dire que l'entrée du bloc était là, et moi j'étais ici. Donc là, il y avait les 3-4 infirmières, après c'était 3 infirmières en dessous du bloc. Monsieur de Dreuil. Je me lève, et là, il y a eu j'étais là, les infirmières étaient là, et la dame était là. Je me lève, il y a eu une bouffée d'odeur, de fleurs, de miel, j'en ai encore des frissons, mais quelque chose qui me prend. Alors, l'autre personne avait aussi pris sa bouche de bétadine, c'est pas la rose. Les infirmières n'ont pas mis le dernier Coco Chanel, mais en tout cas, un
parfum est beaucoup trop lourd pour la suavité de l'odeur que j'ai. Et j'ai tout de suite su que c'était les archanges qui me disaient t'inquiète, on est là, on gère. Voilà. Et voilà, c'est une odeur du ciel, voilà, qui signifie la présence. Voilà, un peu. Le petit déjeuner d'arc-en-ciel. Oui, ouais, ce matin, ouais, c'était chouette. À travers voilà, donc un petit clin d'œil du ciel. Merci à vous. Tu n'as pas envie, peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard, d'écrire tout ce que. De faire un livre. D'écrire un livre. C'est ce que tout le monde me demande. Il faut que je me dis qu'il faudrait que je m'y mette un jour. Oublier l'Esprit Saint pour ça. Oui, il faut que. Mais j'ai pris plein de. Même mon témoignage a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Donc j'ai pas mal d'écrits, de notes, je bloque tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu par rapport à Carlo? Oui. Comment aider Carlo? Nous, ça peut aussi nous aider, parce que Carlo a quand même été présent depuis un Oui. moment. C'est sûr. Alors, en fait, Carlo, on parle souvent du geek de Jésus. En fait, ça, c'est très pratique en appel informatique, surtout pas hésiter à l'invoquer. Très pratique. Mais en fait, pour moi, vraiment, si le ciel est ancré dans le 21e siècle par sa connaissance, l'informatique, c'est un prodige en informatique, son adresse email sur le site web, c'était bien pour nous montrer que le 21e siècle devait être le siècle du Saint-Sacrement. Et que ce qui s'est passé depuis les années 60, bah, en fait, on a abandonné l'Eucharistie de manière assez générale en Occident, du moins, et qu'il fallait vraiment faire un réveil eucharistique. Et en 99, ce qui s'est passé ici aussi, le cœur eucharistique de Jésus qui est apparu, c'est pas pour rien. Et si on parle du guide de Jésus, c'est vraiment pour l'entraînement, pour l'amour de l'Eucharistie. Et en fait, c'est Pape François, ce qu'il notait beaucoup, c'est que Carlo avait une vie normale. C'est la santé du quotidien. Dans la simplicité d'un enfant, il disait bonjour aux gardiens, aux personnes à la rue qui connaissaient leur prénom. C'est une charité instinctive de l'attention à l'autre. Mais ancrée dans la prière quotidienne. Et c'est un vrai exemple pour moi de manière de vivre au quotidien et à chaque instant. Et en étant simple, c'est pas Carlo, c'est pas saint Thomas qui a écrit la somme théologique, mais en fait, la foi, il explique que la foi c'est simple. C'est simple et c'est un peu le côté orthodoxe de la foi chrétienne. Les orthodoxes, ils ne sont pas du tout saint Thomas, pas du tout saint Augustin, ils sont beaucoup plus dans la simplicité de la foi. Les mystères, on va pas essayer d'expliquer, c'est des mystères qu'on sait tout. Carlo, c'est ça, c'est l'abandon dans les mystères de Dieu, mais en les intégrant devant l'Eucharistie. J'aime beaucoup sa phrase, devant le soleil nous bronzons, devant l'Eucharistie ou devant des saints. Il a pas dit devant l'Eucharistie, il faut faire ça, 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 donc il faut aller devant Jésus. Voilà. Et ensuite, on bronze. Donc, il y a le chant que mon cœur brûle de charité, il faut qu'il bronze de sainteté aussi. Voilà. C'est ce que j'aime dire en intention devant Jésus. C'est la simplicité. Et Jésus disait d'être comme des enfants, la simplicité d'un enfant, et c'est les préoccupations de la vie sur terre, finalement. Notre objectif doit être le fini et non le fini, disait Carlo. En fait, ça résume bien les choses. Ça me permet aussi d'éviter dans ma vie qu'il y ait des trucs plus futiles, même qui sont sympas en soi, mais
Jésus, enfin Dieu prenait sa vie et qui a osé que Jésus était mon secret d'être toujours relié à Jésus. Un contact quotidien avec Jésus. J'aime bien dire, surtout devant les collégiens, les lycéens, que pour moi la foi c'est une amitié avec Jésus. Un copain, si on ne parle pas avec lui, c'est plus un copain. Voilà, la même chose. Et que c'est une vraie transformation de foi que j'ai vécue parce que je ne priais pas tous les jours. Enfin, je priais les complis, à la rigueur. Mais je n'ai pas de temps de prière en silence dans une oraison. Et en fait, ça change la vie. C'est aussi grâce à ça que j'ai tenu dans la foi. C'est pas, il n'y a pas de secret. C'est dans la prière quotidienne, plus ou moins concentrée, plus ou moins tardivement dans la journée, mais du moins elle est là. Et ouais, c'est sûr. Voilà. Et comme je n'ai pas dit au début, mais il y a, on va avoir un peu de temps après, mais il n'y a aucune question qui me dérange sur rien du tout. Voilà. Toujours dit dans les témoignages que aucune question ne me dérangeait, et pourtant c'est toujours les collégiens, les enfants qui posent les meilleures questions. Parce que ces adultes, ils ont un filtre social, et c'est amusant. Voilà, à peu près. Merci de m'avoir écouté, et merci Jésus. Donc si vous avez des questions sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Si on n'a pas, c'est pas grave. Moi, je suis impressionnée par l'abandon, la confiance que tu as devant tous ces événements. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Moi aussi. C'est marrant parce que. Même quand je voyais ce que je disais, comment il fait, c'est pas possible, le Seigneur. Parce que c'est là-haut. En fait, c'est marrant parce que moi, dans ma vie, par exemple, là-dedans, dans le combat spirituel, il y a cette confiance, mais dans d'autres moments de ma vie, en fait, c'est pas forcément si évident non plus. C'est une grâce qui m'est donnée spécifiquement là-dedans pour m'accompagner, mais il y a d'autres morceaux de ma vie où j'ai beaucoup plus de mal à me laisser abandonner. Voilà, c'est une grâce spécifique dedans, dans ce coin-là de ma vie, on va dire, qui impacte les autres pendant ma vie, mais en fait, c'est un acte de volonté aussi d'accepter cette grâce. Parce que, oui, c'est la volonté. Et puis, je suis parti du principe que j'avais confiance, et s'il y a un moment où je me dis, bon, bah là, est-ce qu'il faut que j'ai confiance? Rétrospectivement, dans ma vie, oui. Allez, je triche un peu. Si j'ai doute 2 fois, je fais juste un peu retour en arrière, je dis, ok, c'est bon, je prends encore. Voilà. C'est l'avantage. Une question sur. Tu disais que tu t'occupais des jeunes qui avaient un cancer. Et, du coup, c'est des jeunes qui ne sont pas forcément croyants. Et du coup, au niveau du témoignage, comment ça se passe C'est une bonne question parce que l'association à laquelle je suis, c'est laïque. Bon, dans le bureau, on doit être à moitié catholique. Mais moi, je ne vais pas spécifiquement voir les jeunes à l'hôpital. En fait, l'âge moyen des bénévoles, c'est 19 ans. Ça soit été créé par une fille qui avait 15 ans, qui a 1 an de plus que moi. Parce qu'elle allait voir sa grand-mère qui avait 80 ans, à l'hôpital, qui avait un cancer, avec des jeunes de son âge dans la salle. Et comme les assos n'acceptaient pas les leaders, elle a créé sa propre asso. Et donc, dans la formation que j'ai faite, j'ai rencontré des jeunes de mon âge qui avaient aussi un parcours similaire. Et on est devenus proches très rapidement par ce vécu commun. Et on était 2 cathos pratiquants scouts d'Europe. Il y en avait une qui portait le voile, une autre musulmane qui portait pas le voile. On était 2 ingénieurs, il y avait une autre de piscine municipale, une sans papier. Enfin, c'était. En fait, c'est un melting pot d'à peu près tout. Mais quelle grâce, parce que c'est un environnement où on savait qu'on ne serait pas jugé sur nos paroles. Donc forcément, moi j'ai dit que j'étais catholique et que ça m'avait beaucoup aidé. Et j'insistais pas dessus, mais je parlais de mon vécu, comme d'autres, la musique les ont aidés. Voilà, moi aussi à un moment de vie. Et on
une amie qui était musulmane. Elle a un frère qui est chrétien, qui s'est converti. Mais c'est la musulmane la plus chrétienne que je connaisse. Voilà. Elle est à ça. Et c'est marrant parce que, à force de discuter, etc., machin, une fois on se voit, elle dit, mais d'abord merci parce que tu m'as permis de mettre un point sur ma vie, un mot que j'avais pas sur ce qui vraiment c'est important pour moi dans ma vie. C'est l'amour. Le mot amour. Je dis, bah merde alors. Je sais pas comment les gens se convertissent à l'islam. En fait, le mot amour, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Voilà. Elle m'a demandé, sa mère lui a parlé de l'île de Job. Parce que sa mère, elle est musulmane, mais elle est voilà. Elle aime la Vierge Marie, enfin c'est un peu, voilà. Une tambouille. Elle m'a dit, du coup, je lui ai donné la Bible de Jérusalem. Et donc, voilà, elle a la Bible chez elle. Donc, maintenant, plus qu'à attendre de faire les poissons. Voilà. On a fait les poissons. Maintenant, je fais les poissons pour que le poisson soit pêché. D'accord. Pardon ? Que le poisson mord. Pour le poisson mort. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je vous confie sur ça aussi. Et donc, oui, en fait, moi, je parle de ma foi. Et puis, parce que ça m'a aidé. Et puis, quand les gens me posent des questions, on continue la discussion. Voilà. En toute simplicité. Oui, c'est la simplicité, voilà, parce que mon but, c'est pas de les convertir, c'est de partager ce que je fais. Après, si ils sont intéressés, forcément, s'il y a une aide qui peut se rapprocher de Dieu, je vais la mais voilà, globalement. Et c'est une discussion assez intéressante de comment d'autres personnes athées, agnostiques, gèrent ça. Alors, ça m'impressionne, quelqu'un qui est athée, qui est convaincu qu'il n'y a rien, en fait, que la vie ne sert à rien, il s'attache à l'amour des proches, machin. Du souvenir de ceux qui seront après, en fait, comment il faut tenir. Dieu les aide forcément, parce que nous aime chacun, donne des grâces, mais c'est comme si je veux que Jean m'enlève une épine, si je me débat, il n'y arrivera pas. Et j'ai dit, waouh, je sais pas comment il faut. Voilà. Merci. Justement, par rapport à ta famille ou tes amis, est-ce qu'ils te surprotègent? Comment tu peux vivre sans toujours avoir une protection familiale, amicale? T'en fais trop, Chacun gère différemment. Et j'ai de la chance que mes parents ne m'ont pas couvé. Ça aurait pu. Mais en fait, déjà, j'ai une espoir de vie parce que mon grand frère a été opéré à 10 jours, quand il avait 10 jours du cœur, dans des premières survies de ce type d'opération. Comme dit, j'ai un médecin de maman qui dit vous êtes une famille paratonnerre. Vous voyez tous les trucs qui rares, comme ça, les autres ils se protègent. Voilà. Et donc, un peu le bazar aussi là, mais les parents ont toujours pris le principe de ne pas nous couver, de protéger comme il faut, et de ne pas nous couver. Par exemple, en 2016, je suis opéré en octobre et en décembre 2016, et cette année-là, j'étais chef de patrouille au scout. Donc chef de patrouille, c'est 6 jeunes entre 12 et 16 ans. Et donc il y avait le camp d'été. À 6 mois après mon opération, en juillet, et bien maman m'a laissé partir au camp. Alors maman, tout le camp que je suis après, elle était avec les clés de la voiture dans la main, prête à partir. Elle n'a pas vécu pendant 3 semaines. Ses amis lui ont dit mais t'es folle de laisser partir, il faut qu'il vive sa vie. Dans l'assaut, il y a une grande phrase, un leitmotiv, c'est que avant d'être un malade, un jeune reste un jeune. Il y a les besoins d'un jeune. Voilà. Surtout auprès de certains médecins qui, on t'a soigné, t'as une jambe en moins, pourquoi tu te plains? Voilà. Donc malheureusement, il y a certains qui vont comme ça, des choses. Donc les chefs étaient prévenus, etc. Il y a aussi mon frère qui était chef, ça rassurait maman. Mais j'allais faire mon injection qui était au frigo tous les jours, on partait en voiture. Ils ont été formidables. Ils ont aménagé des activités pour que nous ayons autant de chances de gagner que les autres. Ils ont été formidables. Je ne peux pas faire de grandes marches, je ne peux pas faire d'efforts physiques, mais c'était des souvenirs absolument formidables. Voilà.
Et on a gagné le camp quand même. Voilà. Pas par pitié du tout, mais on a gagné là où c'était pas forcément physique, ou où c'était la coordination. Voilà. Donc, donc voilà, et la question à la base, c'était sûr qu'on est, oui. Ben, en fait, non, mais même, j'ai assisté à toutes les consultations depuis le début. Ça peut paraître normal, mais des amis des parents, il va aux consultations, il a 15 ans, et etc. Neurochir, attends, mais tu laisses venir, mais t'es folle. Bah, c'est quand même, pas mais c'est quand même sa santé. Et je pense qu'on pense que les enfants, les ados, sont malades pour les protéger de ce qu'ils ont, mais en fait, ça s'appelle d'être en confiance dans ce que j'avais. J'avais confiance absolue dans les médecins. Vraiment, les 2 neurochirurgiens principaux que j'ai eus, j'irais boire une bière avec eux, sans souci. Je les aime énormément. C'est des gens formidables parce qu'ils sont très très bons dans ce qu'ils font, humbles, et ils font attention aux effets de ce qu'ils font, les effets secondaires des opérations. Et ce combo, malheureusement, c'est très rare. C'est souvent ceux qui sont très compétents ont un melon comme ça. Donc j'ai cette grande grâce-là aussi. Et donc non, j'ai eu la chance de être surpris, que c'était pas un sujet tabou, on a toujours parlé. Puis j'ai des amis qui me posent souvent la question de comment ça va, etc. D'autres, soit des amis des parents, quand on va en vacances chez eux, surtout ma grand-mère. Alors ma grand-mère, j'aurais même le droit de prendre un couteau dans la main. C'est une grand-mère, voilà, c'est ma chère bonne maman, dans le sud. Et c'est limite si c'est elle qui me porte pour aller me coucher, pour pas que j'aille dehors travailler dans le jardin. Chacun gère ça différemment, à sa façon. Tout comme intérieurement, maman, c'est une maman, donc elle est stressée, ce qui est normal, et finalement heureusement, parce que ça prévoit des trucs qu'on n'avait pas du tout pensé, mais qui parfois arrivent. Mon papa et mon grand frère, c'est plus ours, voilà, ça c'est la chose. Et puis voilà, parfois j'ai coulé une petite larme, mais, et mon petit frère, il avait 12 ans pour l'épreuve d'opération. Et voulait boxer la tumeur. Voilà. Très dépressif, voilà, chacun à sa manière. Par exemple, quand on a pris la tumeur, en juillet, machin, je pars en vacances, ce qui n'était pas vu, entre nous, en Bretagne. J'ai une amie de Bretagne qui arrive dans la maison, on prend rendez-vous, et tu es dans la maison, ouais, bien sûr. Elle arrive, elle ne dit même pas bonjour, elle dit est-ce que tu vas mourir? Donc, ma grand-mère n'a plus voulu l'avoir dans la maison. Maman a été choquée. Moi, j'ai pris ça vraiment comme une marque d'amitié. C'est indélicat au possible, maladroit au possible. Mais en fait, vraiment, tu es un super ami. Je ne veux pas que tu meurs. Est-ce que tu veux mourir? Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est aussi une grâce d'accepter aussi comment les gens réagissent. Mais en même temps, je ne saurais pas vraiment comment réagir. C'est pas évident. C'est difficile. On dit souvent, ouais, du coup, qu'est-ce que tu dis si t'as un ami qui est malade? Moi, c'est. Généralement, je réponds que t'es la meilleure personne, tu la connais, cette personne. Je dis que t'es présent pour elle, t'es dispo, il ne faut pas s'imposer, il faut être dispo. En fonction des gens, il faut leur mettre des confiance derrière. D'autres, il faut les laisser faire. Il faut tester, et puis il y a des moments où on fera peut-être moyen encore leur dire. Voilà. Que tu as des parents vraiment extraordinaires parce que beaucoup de parents couvrent, protègent, ne laissent pas vivre le malade et je trouve que vraiment. J'ai eu beaucoup de chance et en même temps c'est compréhensible de la part des parents de faire ça. Tout à fait. C'est ce que tout parent devrait presque faire. Après, cette douleur. C'est la juste. Là, il faudrait attention à tout, même maintenant, monsieur. Par exemple, mes yeux sont toujours en sursis parce que le nerf optique peut être abîmé. Et c'est peut-être qu'à un moment, je deviendrai aveugle ou malvoyant. J'ai appris que ma mère voulait déménager, entre autres, pour trouver un appartement avec un studio à coller. Parce que si je devenais aveugle, comme ça, j'aurais mon indépendance
mais chacun à côté des parents. Enfin, voilà. Donc ça, c'est maman. Elle, pour donner à peu près l'ampleur de ce qu'elle imagine dans sa tête, c'est une maman, elle est infirmière, elle est infirmière de bloc. Voilà. Je l'aime beaucoup. Ça a été pratique certaines fois, effectivement, qu'elle anticipe beaucoup. Mais, enfin, donc, en fait, elle me couvre, mais elle essaie de me le montrer. Voilà, elle essaie de me le montrer. Moi, ce que je trouve beau dans ton témoignage, c'est que même à 15 ans, tes parents acceptaient que tu ailles avec eux voir les chirurgiens, enfin, que tu sois au courant de tout, et que justement, en tant qu'enfant et parent, tu pouvais après peut-être dire tes peurs, mais bien en parler, le courant devait bien passer. Quelle grâce d'avoir des parents si chouettes, des frères si chouettes, et enfin, la cohésion familiale joue beaucoup, et tout le monde n'a pas ça, donc je rends grâce. Et que, en fait, j'ai vécu comme un enfant normal. Alors déjà, je suis sorti un peu de tout ça, les opérations, plutôt bonne santé. Mais ouais, c'est sympa parce que forcément, quand une opération est très fatiguée, on est dépendant, et puis forcément on est fatigué, donc on est un peu plus embêtant. Donc ils ont été patients, etc. Même là récemment, pourquoi on fait des enfants, c'est que une nouvelle attention de le fils a poussé vers le haut et vers les zones de la mémoire. Donc j'ai des problèmes de mémoire qui sont rééduqués. Mais ça, c'est vrai que autant, quand une fois j'ai pris mon peigne pour commencer à me brosser les dents, j'ai fait là, voilà, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et en fait, par rapport à plein d'autres signaux, du type maman qui me sort une tarte dans le four, j'ai une perturbation qui fait que je me mets pour quelque chose, je la sors pas. Ça nous a fallu une tarte, enfin des tartes colorées, ou monocolores. Et en fait, je me disais, ok, autant être avec pour papa, mais perdre la mémoire, pas ok. Pas ok du tout. Et là, c'était un peu difficile, même perdre des prénoms, perdre ce que les amis font dans la vie, etc. Là, je me suis dit, oh, là, c'est quand même chaud. Donc, là, ça va mieux, mais ça, faut que je fasse attention aussi à ça, parce que c'est un signe que ça touche à cet endroit-là. Et là aussi, ils sont plutôt compatissants parfois. En même temps, comme maman analyse à peu près tout dans ma vie, même si j'oublie un petit truc, ça je sais par mon petit frère, parce que mon grand frère et ma fille est plus à la maison, et que maman stresse parce que je sais pas quoi, j'ai dit ça parce que j'avais oublié mes clés en partant. C'est ça, voilà. Si j'avais oublié 3 jours de suite, d'accord, mais voilà. Comme dit maman, heureusement que je ne suis pas parfait, sinon je serais embêtante. Sinon je serais embêtante. Je dis pas, l'âge je marie, c'est plutôt sympa pourtant. Voilà. Je les aime beaucoup et merci mon Dieu de les avoir donnés. Et puis tant d'amis, et puis comme gens qui potent et qui apparaissent comme ça de la vie, beaucoup de musiciens. On a un petit, les parents, Carlo, etc. Et chaque fois que j'étais fait la police, et Allemagne, comment va Allemagne?